Madame, Monsieur, bonjour. De géopolitique, il sera question dans notre rubrique invitée aujourd'hui. Géopolitique à travers quatre questions principales. Il sera bien sûr question de multilatéralisme, de cette nouvelle notion de multilatéralisme, de la relation entre la Chine et l'Afrique, mais aussi entre l'Afrique et les nouveaux partenaires de celle-ci, sans oublier la question d'actualité chaude du moment, celle sur la région sahélo-sahélienne et la présence française là-bas. Nous discuterons de tous ces points en compagnie de l'éminent professeur Pascal Chéniaud, professeur à HEC Paris également, directeur du Centre de géopolitique. Bonjour professeur. Bonjour madame, c'est un plaisir. Et une joie de vous accueillir sur ce plateau. Alors, lors des Atlantic Dialogues, l'ancien président nigérian, M. Obasanjo, a évoqué cette question de multilatéralisme qui n'existait pas avant et qu'il faudrait peut-être aujourd'hui créer. Selon vous, est-ce qu'on peut parler d'un nouveau multilatéralisme? Est-ce que la question qu'il voulait évoquer, c'est cette question de nouvelle notion de multilatéralisme? Le multilatéralisme, c'est la gouvernance par le système international, par la réunion d'États dans des organisations qui vont de l'ONU à l'Organisation mondiale du commerce. Donc le président Obasanjo a raison. Malheureusement, ce qui est souhaitable n'est pas toujours possible. Ce que vous vivez aujourd'hui, c'est à une démultilatéralisation. Le 45e président des États-Unis, par sa guerre commerciale, réinvente les frontières. Le monde, chaque jour, est plus multipolaire. De plus en plus d'États deviennent des puissances. Mais les plus grandes de ces puissances, et la première de toutes, les États-Unis, refusent le multilatéralisme, c'est-à-dire une gouvernance mondiale, pour garder des facteurs d'hégémonisme. Est-ce qu'on peut parler d'une autre approche? Est-ce que l'approche chinoise, par exemple, est contraire à celle des États-Unis aujourd'hui? Dans les instances internationales, le Chinois plaide pour le multilatéralisme parce que précisément, ce serait un moyen pour lui de court-circuiter la stratégie américaine de rétorsion et de sanctions commerciales. Mais ne doutez pas que la Chine ne le fasse que dans une logique de tactique. Alors, logique de tactique, justement. La tactique chinoise en Afrique, est-ce que selon vous, aujourd'hui, elle est orientée vers le futur? Est-ce qu'elle est orientée vers une nouvelle notion de coopération win-win, telle qu'ils la vendent, n'est-ce pas, à travers les projets d'infrastructure, autres projets? Mais selon vous, est-ce qu'elle a vraiment changé cette approche chinoise en Afrique? Économiquement, oui. Politiquement, non. Économiquement, la Chine venait en Afrique pour les matières premières et pour le sous-sol, notamment hydrocarbures. Aujourd'hui, la Chine est en train de solvabiliser son marché intérieur. Elle a besoin de délocaliser. Elle ne veut plus être l'usine du monde. Elle veut fabriquer à l'extérieur. Et l'Afrique est le pilier de cette stratégie de délocalisation. Cité industrielle, exemple Tanger, ou hub de production, exemple Addis Abeba ou Madagascar. Donc il y a une mutation économique. Sur le plan politique, la Chine, quand elle endette, contrôle par la dette. Par le Forum des routes de la soie, elle crée une organisation régionale qui lui permet d'avoir un lien diplomatique, un clientélisme diplomatique. Donc sa stratégie politique demeure, son modèle économique change. Stratégie politique qui demeure l'actualité aujourd'hui dans notre région. Et nous reviendrons aussi sur l'approche marocaine, n'est-ce pas? Alors, selon vous, justement, cette approche marocaine en Afrique est-elle aujourd'hui au centre, justement, des discussions africaines? Si oui, comment? Le Maroc est le seul pays africain ayant une vraie stratégie africaine. Une stratégie globale en Afrique. Une stratégie économique, business diplomatie. Une stratégie de rentabilité. Une stratégie d'investissement et pas dans la zone de confort du Maroc. Le plus gros investissement marocain en Afrique se fait en Éthiopie par l'OCP. Une stratégie également de partenariat. Une stratégie diplomatique depuis l'admission à l'Union africaine. Et enfin, une stratégie de soutien pour que soit reconnue la souveraineté sur les provinces du Sud, aujourd'hui encore contestée par plusieurs membres de l'Union africaine. Et c'est ce tout qui fait que le Maroc a une stratégie transversale en Afrique. Et sur le plan économique, grâce au Maroc, vous n'avez pas que des acteurs extérieurs non africains pour contribuer au développement, au partenariat en Afrique. Regardez par exemple, puisque c'est le Policy Center qui nous accueille, les 14 filiales de OCP Africa. C'est un bel exemple.
Alors justement, comment est perçue justement cette coopération marocaine en Afrique selon vous? Par qui? Par les Africains. Eh bien, écoutez, très objectivement, prenez des pays qui, même politiquement, ne soient pas les alliés du Maroc, comme le Nigeria ou l'Afrique du Sud. Bien, le Nigeria voit dans le Maroc un partenaire de plus en plus intéressant économiquement, et vous voyez ainsi bouger les lignes de sa posture politique. Donc aujourd'hui, peut-être que cette réflexion vous paraîtrait naïve, mais aujourd'hui, c'est l'économie qui tire les ficelles de la politique. Intéresser un État partenaire à son économie, vous l'intéressez globalement et progressivement, vous voyez bouger sa politique. De politique économique à politique sécuritaire à présent, professeur Chéniaud, notamment sur cette bande sahélo-saharienne et bien surtout toutes les menaces qui pèsent sur cette région du monde. Et l'approche de former ce G5 Sahel avec la France. Et aujourd'hui, cette perspective ou cette perception, de la présence française, notamment par ces pays-là. Comment voyez-vous cela? Je vois ça comme un système d'emboîtement. L'ONU est là à travers la MINUSMA, Mission des Nations Unies pour le Mali. L'Union européenne est là à travers l'European Union Mission Training au Niger. La France est là par l'opération Barkhane. Et la France essaye de contribuer à la colonne vertébrale du G5 Sahel, qui pour l'instant fonctionne fort mal, avec des budgets insuffisants et des moyens opérationnels incomplets. Le sujet pour la France, c'est d'essayer d'associer l'Europe. Le problème, c'est que jusqu'à présent, la démarche française n'a guère abouti, parce qu'il ne suffit pas d'avoir quelques militaires de l'Estonie ou de la Belgique pour qu'on puisse dire que c'est l'Europe. Donc l'Europe est plus disposée à donner un peu de moyens financiers qu'à engager ses soldats pour risquer qu'ils s'y fassent tuer. On a donc un piétinement là-dessus de la politique française. Et en même temps, puisque la France ne réussit pas, vous vivez un paradoxe qui est l'insatisfaction des partenaires régionaux du Mali au Niger. Je m'incline devant la mémoire des 71 soldats nigériens qui se sont fait tuer tout récemment, mais soyons concrets. La France ne peut pas seule contribuer à une situation qui se dégrade dans la zone des trois frontières. Burkina, Mali, Niger. Il y a donc à concentrer des efforts. Soit des partenaires européens viendront nous épauler, soit il faudra repenser un système en sachant qui paye. Parce que pour l'instant, la France n'y arrive pas et la France n'a pas les moyens seule, militairement et financièrement, d'y arriver. On est donc à un point d'étape. Alors, on est donc à un point d'étape où l'Union européenne doit agir. Devrait agir. Comment est-ce que... Parce qu'on a vu que l'Union européenne apporte des aides à ces pays, des aides financières à ces pays pour justement mieux lutter contre le terrorisme. Or, on le voit, le phénomène ne fait que s'accroître ces dernières années. Et les aides aussi, pour le coup. Sur le plan géographique, on parle d'une région qui est grande comme 7 fois le royaume du Maroc. Sur le plan économique, on parle de pays qui ont de grandes richesses, mais une immense pauvreté de leur population, ce qui est le facteur causal d'un grand nombre d'instabilités. Et vous soulignez à juste titre que l'aide de l'Union européenne augmente, mais quand on part de si peu, même un doublement, ça ne fait pas grand-chose. Donc, relativisons l'augmentation. Elle est forte en pourcentage, très médiocre en volume. Et opérationnellement, c'est un constat que de voir qu'un pays qui a lui-même ses propres problèmes essaye de ne plus porter seul un fardeau qui ne peut de toute façon que lui poser problème, car on ne peut pas rester dans un champ de pays qui ont subi la colonisation française en les insatisfaisant parce que justement on n'a pas seul les moyens. Et on arrive sur une insatisfaction croisée. Une insatisfaction croisée qui a été clairement exprimée aujourd'hui par les populations et aussi même par... par le gouvernement français qui désespère de voir un peu plus de soutien de ses partenaires qui visiblement sont plus disposés à faire du business en Afrique que de la sécurité. C'est bon de le rappeler, professeur Chéniaud. Merci en tout cas énormément pour vos éclairages en toute franchise et spontanéité. Merci beaucoup, merci à vous. Merci à nos chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre antenne.